C'est l'heure du journal de l'Afrique. Soyez les bienvenus sur France 24. À la une ce soir, la visite de Tom Fletcher dans le nord Darfour au Soudan. La région est en proie à une famine et à des massacres orchestrés par les forces de soutien rapide. La situation humanitaire est désastreuse. Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires s'est exprimé sur place. Les détails à suivre. En République démocratique du Congo, l'effondrement d'une mine de cobalt a fait au moins 32 morts dans le sud du pays, des mineurs clandestins selon les autorités locales. Le bilan est provisoire, les opérations de recherche se poursuivent, les explications dans un instant. Et puis cette bonne nouvelle pour les fans de football en République démocratique du Congo, les Léopards ont validé leur ticket pour les barrages intercontinentaux. Ils ont battu le Nigeria à Rabat au Maroc. Décryptage de la rencontre à la fin de ce journal. Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires de l'ONU, Tom Fletcher, est au nord Darfour, au Soudan. Il s'est rendu à Korma et à Tawila, à 60 km de El Fasher. C'est à Tawila que se sont réfugiés des milliers de personnes fuyant les paramilitaires des forces de soutien rapide. Sur place, Tom Fletcher appelle à plus de présence humanitaire de l'ONU. Laurent Berstécher. Dans le désert du nord du Soudan, des centaines de déplacés attendent de recevoir leur ration humanitaire quotidienne. Selon les membres de la Croix-Rouge sur place, plus de 80% des réfugiés arrivés au camp d'Al-Daba ces dernières semaines sont des femmes et des enfants. C'est le cas de Nazik Abdelrahman, dont le mari a été tué à El Fasher. Ils n'ont épargné aucun homme, seulement les femmes, les enfants et les personnes âgées. Pour un jeune homme, il était impossible de s'enfuir. Environ un tiers de ces femmes étaient enceintes en arrivant à Al-Daba et les médecins disent aujourd'hui manquer de moyens pour leur prodiguer les soins nécessaires. Leur détresse est celle de tout un pays où 30 millions de personnes, plus de la moitié de la population, sont dans le besoin urgent d'aide humanitaire. Une situation désastreuse qu'a pu constater de ses propres yeux Tom Fletcher. Après s'être rendu dans des camps de déplacés à Tawila et à Korma, le chef des opérations humanitaires de l'ONU a appelé ses équipes à renforcer leur présence sur le terrain. Il faut que les travailleurs humanitaires de l'ONU disposent d'une présence visible au Darfour. C'est une forme de protection. Les civils et les rescapés disent qu'ils se sentent en sécurité quand ils nous voient. Cela réduit les risques de représailles et peut empêcher le conflit de s'étendre vers Tawila, par exemple, ce qui serait une catastrophe. Tom Fletcher affirme également avoir eu des contacts avec des représentants des FSR. Il leur aurait demandé de garantir la protection des civils et de laisser les travailleurs humanitaires entrer à El Fasher le plus rapidement possible. De nombreuses organisations des défenses des droits humains se sont rassemblées à Nairobi au Kenya pour dénoncer les violences attribuées à la présidente Samia Suluhu en Tanzanie, des exactions commises depuis les élections de la fin octobre. Les précisions de notre correspondant régional Bastien Renouille. 3 semaines après l'élection en Tanzanie, la colère des opposants et des défenseurs des droits de l'homme ne diminue pas. Plus le temps passe et plus l'on découvre de nouveaux éléments sur ce qu'il s'est passé durant ces élections et durant la répression des manifestations. Ce week-end, une vidéo publiée sur les réseaux sociaux a émergé montrant des dizaines de corps de manifestants morts dans l'une des morgues de Dar es Salaam. Et puis en parallèle, des activistes ont affirmé détenir les preuves de la présence de membres des forces de l'ordre ougandaises venus sur le sol tanzanien à la demande de la présidente Samia Suluhu, venue pour mater les manifestants. Je vous propose d'écouter ces défenseurs des droits de l'homme. Nous pensons que plus de 1000 mercenaires ougandais sont toujours sur le sol tanzanien aujourd'hui. Ce n'est pas du maintien de l'ordre, c'est un meurtre de masse ordonné par l'État. Une tentative coordonnée de réduire au silence une population qui demande la justice et la dignité. Nous avons échangé avec la CPI et nous pensons que nous avons assez de preuves, bien assez de preuves, pour confirmer que des crimes contre l'humanité ont été commis en Tanzanie.
Pour tenter de calmer la situation, la présidente Samia Suluhu, qui a été réélue avec près de 98% des voix dans une élection qui a été considérée comme non démocratique par absolument tous les observateurs qui ont pu y assister, a affirmé qu'une enquête allait avoir lieu quant à la mort de toutes ces personnes, des centaines voire des milliers selon l'opposition tanzanienne, des chiffres qui sont absolument invérifiables. Elle a aussi demandé à la justice d'être clémente avec les jeunes manifestants qui, selon elle, ont été manipulés, ne comprenaient pas réellement dans quoi ils s'engageaient et donc ils ne doivent pas être jugés trop sévèrement, eux qui ont été accusés de trahison. Alors cela n'a pas permis de calmer la colère des Tanzaniens qui appellent toujours à manifester le 9 décembre prochain. Ils demandent à la population de se mobiliser pour dire non à ce nouveau mandat de Samia Suluhu. Ce drame en République démocratique du Congo, au moins 32 mineurs clandestins sont morts selon les autorités locales après l'effondrement d'un pont artisanal dans une mine de cobalt dans le sud du pays. Le bilan est provisoire, les opérations de recherche se poursuivent. Ludovic de Foucault. Ce sont des images fournies par un institut public congolais. Elles montrent la situation samedi sur le site minier de Kalando, à une quarantaine de kilomètres au sud-est de la ville de Kolwezi, dans le sud de la République démocratique du Congo. Des dizaines de personnes ont perdu la vie après l'effondrement d'un pont artisanal. On voit des corps extraits au fond de la tranchée et d'autres immobiles, allongés sur le côté. Malgré l'interdiction formelle d'accès au site en raison de fortes pluies et des risques d'éboulement, les creuseurs clandestins ont forcé l'entrée dans la carrière. Plusieurs sociétés minières de notre pays sont souvent victimes de ce type d'invasion par des creuseurs clandestins. Selon un rapport officiel, c'est en traversant précipitamment le pont que les creuseurs, dans un mouvement de panique provoqué par la présence de militaires sur le site, auraient provoqué son effondrement. Ils se seraient ensuite entassés les uns sur les autres. Les accusations portant sur le travail des enfants, les conditions de travail dangereuses ainsi que sur la corruption dans le secteur artisanal pèsent sur l'ensemble de l'industrie du cobalt en RDC, qui représente 70% de la production mondiale. Kalando est un site d'exploitation semi-industrielle assuré par un partenaire chinois. Plus de 10 000 creuseurs sont présents sur place. La mine fait l'objet depuis plusieurs mois d'un contentieux entre les creuseurs artisanaux, une coopérative minière censée les encadrer, ainsi que les exploitants. La République démocratique du Congo est également victime des terroristes. Plus de 20 personnes ont été tuées dans l'attaque d'un hôtel dans le territoire de Lubero, dans l'est du pays. Les ADF, les forces démocratiques alliées, des rebelles affiliés au groupe État islamique sont pointés du doigt. Les précisions à Kinshasa d'Aurélie Bazaraki-Bangoula. L'attaque s'est passée à Byambwe, dans le territoire de Lubero. 28 personnes ont été tuées. La majorité d'entre elles ont été exécutées dans le centre de santé. Une dizaine de maisons ont été brûlées. Alors ce bilan est encore provisoire. Des habitants continuent de chercher des proches disparus. D'autres ont fui la zone pour trouver refuge dans les localités voisines. Quelques jours plus tôt, d'autres villages ont aussi été attaqués, mais aucun bilan n'a pu encore être établi. Les autorités locales ont condamné ces attaques attribuées aux ADF, des rebelles affiliés au groupe État islamique. En quelques mois, des centaines de personnes ont été tuées dans le Lubero, nous confie un membre de la société civile. Alors pour faire face à ces assauts meurtriers fréquents, la RDC et l'Ouganda ont lancé fin 2021 une opération militaire conjointe. Mais selon les spécialistes, si des bases ADF ont été neutralisées, cette opération peine à faire baisser le niveau de violence contre les civils. Lors du sommet de la conférence des Grands Lacs, les chefs d'État de la région ont reconnu les ADF comme une menace terroriste régionale et ont appelé à renforcer la coopération entre les pays pour mettre fin aux violences. Et puis justement, le chef historique des ADF sur le banc des accusés en Ouganda. Après plus de 10 ans d'attente, le procès de Jamil Mukulu a repris cette semaine à Kampala. Jamil Mukulu est le fondateur du groupe armé islamiste affilié au groupe État islamique. Visé par un mandat Interpol, il avait été arrêté en Tanzanie puis remis aux autorités ougandaises en 2015. La correspondance de Juliette Monti.
C'est un procès très attendu qui reprenait aujourd'hui à Kampala, celui de Jamil Moukoulou, le chef historique des ADF, les Forces démocratiques alliées. Fondé dans les années 90, ce groupe armé islamiste se présentait à l'origine comme défenseur des musulmans en Ouganda et visait à renverser le président Yoweri Museveni. Aujourd'hui affiliés à l'État islamique, les rebelles ADF sont surtout actifs dans l'est de la République démocratique du Congo. 10 ans après son arrestation en Tanzanie, Jamil Moukoulou, mais aussi une vingtaine d'autres co-accusés, sont poursuivis pour terrorisme et crimes contre l'humanité devant la haute cour de Kampala. Le procès ouvert le mois dernier avait dû être suspendu en raison de problèmes de traduction. Alors pour les victimes, cette procédure est un soulagement. Et puis selon leur avocate, Sarah Awelo, qui s'est exprimée chez nos confrères de RFI, c'est aussi un message envoyé à tous les rebelles qui sévissent dans la région, celui qu'un jour ou l'autre, ils devront répondre des crimes qu'ils commettent. De leur côté, les avocats de Moukoulou dénoncent une détention provisoire prolongée et puis aussi des faits de maltraitance en prison. On termine par une bonne nouvelle et du football avec les Léopards de la République démocratique du Congo. Ils ont remporté le match contre les Super Eagles du Nigeria. Les joueurs ont donc validé leur ticket pour les barrages intercontinentaux. La rencontre se déroulait à Rabat, au Maroc. Retour sur ce match avec Cédric Ferreira. Dans cette finale des barrages africains, au bout du suspense, c'était la finale entre la RDC et le Nigeria. Match nul un partout, direction les tirs au but. Et le héros congolais s'appelle Timothy Fayulu, gardien de but remplaçant. Il est entré en jeu spécialement pour cette séance de tirs au but. Il a été le héros avec 2 arrêts. Et l'autre héros, évidemment, c'est le capitaine Chancel Memba, qui a été l'auteur du tir au but vainqueur après avoir déjà marqué lors des demi-finales de ces barrages africains. Je vous propose d'écouter le sélectionneur de la République démocratique du Congo, Sébastien de Sabre, après cette qualification. La première des choses, c'est que je vais féliciter mes joueurs. Ça, c'est la première des choses parce que, croyez-moi, ils le méritent. Ils le méritent. Ils ont été extraordinaires aujourd'hui, fantastiques, de débauche d'énergie. Et je pense aussi qu'on a fait un bon match. Je pense qu'on a fait un de nos meilleurs matchs depuis quelques temps. C'est vrai que les conditions de jeu s'y prêtent, puisqu'on a joué sur une belle pelouse. La République démocratique du Congo est donc qualifiée pour un dernier barrage intercontinental qui aura lieu au mois de mars et qui va réunir des équipes de tous les continents, sauf l'Europe, qui va disputer de son côté ses propres barrages. Rendez-vous au mois de mars pour cela. Il y aura 6 équipes, 2 places qualificatives pour la Coupe du Monde. C'est une immense déception donc du côté du Nigeria, l'une des plus grandes nations africaines qui ne verra pas la Coupe du Monde. Son sélectionneur, Eric Schell, était particulièrement en colère après cette défaite contre la RDC et a même accusé le staff congolais de sorcellerie durant le match. Écoutez sa réaction après la rencontre. Durant toute la séance de tir au but, quelqu'un de l'équipe du Congo faisait du voodoo. Tout le temps. C'est pour cela que j'étais énervé contre lui. Quelque chose comme ça, je ne sais pas si c'était de l'eau ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est la fin du journal de l'Afrique. Restez avec nous, l'info continue sur France 24.